Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'effectuer ensemble un petit jeu de vrai-faux autour du thème du préavis. Il se compose de 22 questions ou 22 affirmations qu'il convient de confirmer ou d'infirmer. Et au fur et à mesure de nos réponses, un petit personnage à découvrir se dévoilera. Alors, le principe est simple. Il suffit pour chacun des items, chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou si elle est fausse dans l'espace prévu à cet effet, avec un V ou un F tout simplement. Et si la réponse donnée est correcte, alors progressivement, des cellules vont se noircir dans l'espace blanc situé au-dessus et faire apparaître un personnage. Allez, on commence, c'est parti. Alors, première question, une femme enceinte démissionnaire doit effectuer un préavis. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Les femmes enceintes sont en général protégées par le droit du travail et dans ce cas précis, elles n'ont effectivement pas de préavis à effectuer. Deuxième question. Donc, pour tous les salariés de 3 ans d'ancienneté minimum, le préavis légal de licenciement est de 3 mois. C'est vrai ou c'est faux? Donc, faites bien attention, le salarié doit avoir 3 ans d'ancienneté. Nous parlons bien du préavis légal, donc pas d'un éventuel préavis prévu par une convention collective ou autre accord. Et nous sommes dans le cadre d'un licenciement. Donc, comme vous le savez peut-être, c'est effectivement faux. Au niveau légal, la loi n'a pas prévu de préavis si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté. Entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, elle a prévu un préavis de 1 mois et à partir de 2 ans, un préavis de 2 mois. Donc encore une fois, là je parle bien des mentions légales. Une convention collective, un accord pourrait prévoir un préavis plus avantageux pour le salarié, bien sûr. Alors, on descend. Donc, troisième question. Légalement, les temps d'arrêt d'accident de travail sont déduits de l'ancienneté nécessaire pour déterminer la durée du préavis. Donc, quand il y a préavis, légalement, les temps d'arrêt d'accident du travail sont déduits de l'ancienneté. Donc le préavis va être fonction, bien sûr, de l'ancienneté du salarié. Et ce qui nous est dit ici, c'est que dans le cas, donc sujet verbe complément, pour cette ancienneté, on va déduire, donc on va supprimer les temps durant lesquels le salarié ne travaillait pas parce qu'il était en arrêt d'accident du travail. Alors, est-ce qu'on les déduit ou est-ce qu'on ne les déduit pas? Bien, la réponse, c'est que c'est faux, évidemment. Ces temps d'accident du travail sont comptés dans l'ancienneté pour déterminer pardon, le préavis. Par contre, les temps d'arrêt maladie non professionnelle, eux, peuvent être déduits, sauf si la convention collective prévoit autre chose, mais également en sachant que la Cour européenne, la Cour de justice européenne a une position différente de la France à ce propos et les choses pourraient progressivement changer. Alors, question 4. Pour déterminer la durée du préavis de licenciement, on s'appuie sur l'ancienneté au moment de l'envoi de la lettre de notification. Donc pour déterminer la durée du préavis de licenciement, ce qui va compter, c'est l'ancienneté du salarié au moment où on envoie la lettre de notification et donc par déduction, ce n'est pas l'ancienneté qu'aurait le salarié à la fin de son contrat, préavis inclus. Est-ce vrai? Est-ce faux? Eh bien, les gestionnaires de paie, ça doivent bien le savoir. Effectivement, c'est vrai. Hem, donc on est bien d'accord, hein, on parle bien là de la détermination de l'ancienneté du salarié pour calculer le préavis.
Donc c'est au moment où on envoie le courrier de notification de licenciement que, enfin c'est l'ancienneté à la notification, pardon, du licenciement qui va être prise en compte. Par contre, petite parenthèse, pour déterminer le montant de l'indemnité, qui sera versée au salarié au titre de son licenciement, on s'appuiera évidemment sur l'ancienneté du salarié, période de préavis comprise, donc à la fin du contrat. Alors, question suivante. Un salarié en CDD peut être tenu d'effectuer un préavis. C'est vrai ou c'est faux? Pensez au cas particulier. Eh bien, c'est vrai, notamment lorsque le salarié va demander une rupture de son CDD parce qu'il aura, il aura trouvé pardon, un CDI dans une autre entreprise, eh bien, il aura un préavis à effectuer qui sera de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines à partir de la durée du contrat, renouvellement inclus. Donc ça, c'est la règle qui s'applique pour les contrats à terme précis, les cas les plus courants, encore que. Et donc ce préavis sera de 1 jour par semaine à partir de la durée effectuée pour les contrats, donc les CDD à terme imprécis. Alors, question suivante. Si le salarié tombe malade durant son préavis, la date de fin de contrat est reportée. Dit autrement, le préavis est suspendu durant l'arrêt. C'est vrai ou c'est faux? Donc si le salarié tombe malade durant son préavis, la date de fin de contrat est reportée. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux, en ce qui concerne en tout cas, la maladie. Donc même si le salarié, est en arrêt maladie durant, son préavis, eh bien le contrat se terminera à la date qui avait été initialement prévue, avec, avant, donc l'arrêt maladie. Alors question suivante, si l'employeur accepte la demande de dispense de préavis du salarié, il devra verser une indemnité compensatrice de préavis. Donc, on est bien d'accord, nous sommes dans la situation où le salarié demande à l'employeur de ne pas effectuer son préavis. Et ce qui nous est dit, c'est que dans ce cas-là, l'employeur devra quand même verser l'indemnité compensatrice de préavis. C'est vrai ou c'est faux? Étant entendu que l'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectué son préavis normalement. Eh bien, dans ce cas-là, je pense que vous le savez, c'est effectivement faux. Dans la mesure où la demande vient du salarié, l'employeur n'aura pas à verser l'indemnité compensatrice de préavis. Étant entendu aussi que l'employeur n'est pas tenu, n'est pas obligé d'accepter la demande du salarié. Alors, question suivante. J'espère que vous n'entendez pas l'avion. Un salarié qui souhaite élever son enfant peut, dans les 2 mois qui suivent la naissance, mettre fin à son contrat en prévenant son employeur seulement 15 jours avant son départ. Donc hem, il n'a pas vraiment de préavis à effectuer si ce n'est ce délai de prévenance de 15 jours. Donc un salarié qui souhaite élever son enfant peut, dans les 2 mois qui suivent la naissance, mettre fin à son contrat en prévenant son employeur seulement 15 jours avant son départ. Eh bien, c'est vrai. Cette rupture concerne effectivement aussi et j'allais dire évidemment, mais oui, évidemment parce que encore une fois, hein, le droit du travail est assez protecteur, va concerner, les mamans, à l'issue de leur congé maternité qui n'auront pas, évidemment à effectuer de préavis si elles souhaitent démissionner pour élever leur enfant.
Alors, question suivante. Si un salarié dispensé par l'employeur d'effectuer son préavis est en arrêt maladie durant le préavis, l'employeur pourra déduire les IGSS de l'indemnité compensatrice de préavis. Donc, je traduis. Nous avons un salarié, l'employeur l'a dispensé d'effectuer son préavis. Donc, c'est l'employeur qui lui a dit, écoute, reste chez toi, je te paie tes indemnités compensatrices de préavis parce que comme c'est moi qui décide que tu n'effectueras pas ce préavis, je te les dois, donc je vais te payer ton salaire en quelque sorte, comme si tu venais mais, au travail, mais tu restes chez toi. Et durant cette période, le salarié tombe malade. En général, quand un salarié est en arrêt maladie, l'employeur peut être amené à verser un complément, on va dire, aux indemnités de la sécurité sociale pour que le salarié puisse avoir un maintien de salaire, mais c'est un complément. Donc les indemnités de la sécu plus le complément de l'employeur permettent d'assurer le maintien de salaire. Là, ce qu'on nous dit, c'est que, comme d'habitude, l'employeur qui devra normalement verser son salaire au salarié dispensé d'effectuer son préavis pourra déduire les indemnités de la sécurité sociale comme dans un cas classique. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est faux. C'est-à-dire que dans ce cas précis, et uniquement dans ce cas précis évidemment, le salarié donc, qui a été dispensé de préavis par son employeur, encore une fois, va percevoir potentiellement les IJ de la Sécu, mais également le salaire ou l'indemnité compensatrice de préavis, mais qui est l'équivalente du salaire financièrement, de l'employeur. Il va donc pouvoir cumuler les deux montants. Alors, question suivante. Donc, on va monter un peu plus, comme ça ce sera fait. Donc, si l'employeur est à l'origine de la rupture du contrat, le salarié peut déposer des congés payés durant son préavis sans l'accord de l'employeur. Je reprends. Dans le cas où l'employeur serait à l'origine de la rupture du contrat et non pas le salarié, donc dans ce cas-là, le salarié pourra déposer des congés payés durant son préavis sans l'accord de l'employeur. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Du moment où l'employeur ou le salarié, l'un ou l'autre, peu importe, a notifié la rupture du contrat, donc du moment où on entre en phase de préavis, les congés payés ne pourront plus être déposés. Ils ont pu être déposés avant, on est bien d'accord. Mais du moment où l'un ou l'autre dit hop, stop, on va interrompre notre contrat et on passe sur le préavis, à partir de ce moment-là, on ne va pas pouvoir déposer de congés payés, sauf si l'employeur et le salarié sont d'accord pour le faire. Donc, quelle que soit l'origine de la rupture, que ce soit le salarié ou l'employeur, il faudra impérativement l'accord des deux, salariés et employeurs, pour que le salarié pose, on va dire, des congés payés durant la période de préavis. Et là, je me situe bien dans le cas où les congés payés n'avaient pas été posés avant le préavis. C'est le salarié qui est démissionnaire ou l'employeur qui l'a licencié et le salarié dit écoute, vu que je vais partir, peut-être que pendant le préavis, je peux poser les congés qui me restent plutôt que de le faire. Si l'employeur est d'accord, pas de souci. Les congés pourront être posés. Si l'employeur n'est pas d'accord, le salarié ne pourra pas les poser. Inversement, si suite à un licenciement, l'employeur demande aux salariés de poser, licenciement ou peu importe d'ailleurs, démission, demande aux salariés de poser ses congés payés durant le préavis. Si le salarié n'est pas d'accord, ce ne sera pas possible. Alors, question suivante.
Donc cette fois-ci, on a des congés payés qui étaient prévus avant la notification de la rupture et donc on nous dit que dans ce cas-là, les congés payés prévus avant la notification de la rupture suspendent le préavis. C'est-à-dire que le préavis donc est suspendu durant les congés payés et il reprend après. Donc, je prends un exemple, ce sera peut-être plus évident. J'ai déposé mes congés payés au cours du mois de mars et j'ai posé 3 semaines en août. En juin, je donne ma démission à mon employeur ou mon employeur me licencie, peu importe. Et j'ai 2 mois de préavis à effectuer, donc normalement juillet et août. Sauf que j'ai mes fameuses 3 semaines de congés payés au mois d'août. Donc là, ce qui nous est dit, c'est que je vais devoir prendre mes congés payés au mois d'août et ensuite, les 3 semaines que je n'aurai pas effectuées de préavis, je vais devoir revenir début septembre pour les effectuer. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, dans ce cas-là, c'est vrai. Sauf, toujours même chose, accord des parties. Les parties peuvent très bien décider ensemble, si elles sont d'accord toutes les deux, que les congés payés, par exemple, finalement, ne seront pas pris. Et que le salarié percevra une indemnité compensatrice des congés payés à la fin de son contrat, donc fin août. Les parties, si elles sont d'accord, peuvent décider que le contrat s'arrêtera fin août. Mais dans ces cas-là, de deux choses l'une. Soit la demande vient du salarié, le contrat s'arrête fin août, l'employeur ne doit rien. Soit la demande vient de l'employeur, le contrat s'arrêtera fin août, mais dans ces cas-là, il va devoir verser une indemnité compensatrice de préavis sur les 3 semaines qui restent. Allez, question suivante. Durant le préavis, le salarié ne bénéficie pas des augmentations générales des salaires. Donc, le salarié est en préavis, on augmente les salaires parce que la convention collective, par exemple, vient de le prévoir ou tout simplement parce que un accord au sein de l'entreprise le prévoit ou l'employeur a décidé d'augmenter les salaires de tout un chacun. Mais le salarié qui est en préavis, lui, n'en bénéficiera pas puisqu'il est sur le départ. Vrai ou faux? Donc là, je pense que vous allez trouver évidemment que c'est faux et que le salarié, même sur le départ, même en préavis, reste un salarié comme les autres et il a droit évidemment à cette augmentation de salaire pour le temps qui lui reste à effectuer dans l'entreprise. Alors, question suivante. Le préavis de licenciement des personnes handicapées, EES, quelle horreur, et des mutilés de guerre est toujours, le terme qui convient, le terme important ici est toujours, doublé. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'était un peu une question piège, c'est faux. La loi prévoit effectivement le doublement de ce préavis, mais elle prévoit aussi une limite de 3 mois. Donc si une convention collective, par exemple, a prévu un préavis de 3 mois, on en reste à 3 mois. Et si la convention collective a prévu un préavis de 2 mois, eh bien, on en restera également à 3 mois, donc le préavis ne passera pas à 4. Alors j'ai fait une toute petite pause pour corriger la faute d'orthographe parce qu'elle me piquait les yeux. Alors on continue. Hop. Je sais pas si vous commencez à trouver le personnage. Pour l'instant, c'est pas évident, je trouve. Si l'employeur dispense son salarié d'effectuer son préavis, le salarié peut refuser et choisir d'effectuer quand même le préavis. Donc en gros, quand l'employeur dispense le salarié de son préavis, le salarié peut-il dire non, je le fais quand même. Possible ou pas possible? C'est faux, bien sûr. Bien sûr, hein, l'employeur devra indemniser le salarié, l'employeur devra verser le salaire, donc verser l'indemnité compensatrice de préavis. Là-dessus, aucun doute.
Mais par contre, l'employeur reste, j'ai envie de dire, maître chez lui et on ne peut pas lui imposer la présence d'un salarié dont il ne veut plus. Donc, il peut dispenser le salarié et le salarié ne peut qu'accepter. Alors, question suivante. Donc, nous sommes dans le cas où on nous dit l'indemnité compensatrice de préavis sera due même si l'employeur découvre que le salarié dispensé de préavis a commis une faute grave avant le début du dit préavis. Donc, nous sommes dans le cas où le salarié n'effectue pas son préavis parce que l'employeur lui a dit, écoute, reste chez toi, je te paie tes indemnités compensatrices de préavis, mais reste chez toi. Et juste après, ou quelque temps après, alors que le préavis court, ou en tout cas le salarié est toujours en dispense de préavis, l'employeur découvre que le salarié, surprise, a commis une faute grave avant de partir. Donc dans ce cas-là, est-ce que l'employeur doit continuer à verser cette indemnité compensatrice ou est-ce qu'il peut dire bah non, faute grave quoi? Eh bien, cela va vous surprendre, mais dans ce cas précis, contrairement à tout à l'heure, effectivement, l'employeur va devoir continuer à verser l'indemnité compensatrice de préavis pour la faute qui a été commise avant. Donc, moralité pour les employeurs, bien les prévenir quand ils souhaitent dispenser un salarié de son préavis, de bien vérifier avant qu'il n'y a pas de loup et qu'aucune faute n'a été commise, parce que sinon, ils n'auront pas d'autre choix en fait que de payer l'indemnité compensatrice malgré la faute grave qui aurait pu être commise. Alors, question suivante. En cas de départ ou de mise à la retraite, on applique les préavis de licenciement. Donc, je rappelle, hein, le départ à la retraite, le salarié demande à partir à la retraite. La mise à la retraite, c'est l'employeur qui demande au salarié de partir à la retraite. Donc, dans ces deux cas, on applique les préavis de licenciement. Eh bien, c'est vrai. Et je parle bien ici des préavis et non pas des indemnités, puisque l'indemnité en cas de mise à la retraite sera bien celle d'un licenciement. Par contre, en cas de départ à la retraite, l'indemnité sera moindre et sera calculée différemment. Alors, question suivante. Donc, la loi prévoit un préavis de démission de 1 mois pour les salariés qui ont entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté. Je parle bien d'un préavis de démission. Eh bien, effectivement, je pense que vous avez vu le piège, c'est faux. La loi ne prévoit aucun préavis en cas de démission. Elle prévoit un préavis en cas de licenciement. Et dans ce cas-là, effectivement, il est bien de 1 mois pour les salariés qui auraient entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, mais uniquement pour le licenciement. Concernant la démission, la loi renvoie aux accords, aux usages, aux pratiques professionnelles. Donc usage, ça peut être usage de la profession, usage dans une région ou dans une localité donnée. Les seules exceptions concernent donc les VRP, les journalistes, les assistants et les assistantes maternelles qui ont un régime très très dérogatoire du droit commun. Alors, question suivante. Donc, si le salarié démissionnaire, donc le salarié a posé sa démission, commet une faute grave durant la période de préavis, l'employeur ne peut pas le renvoyer pour faute grave. Ce serait de la surenchère, ce serait un licenciement sur la démission. Donc, on est dans une situation un petit peu différente à celle qu'on avait vue précédemment. Donc, c'était ici. Dans ce cas-là, on a un salarié qui démissionne et qui effectue sa période d'essai. Et ce n'est pas avant la période d'essai, mais durant la période d'essai que ce salarié va commettre une faute grave. Et ce qu'on nous dit, c'est que comme il a déjà démissionné, l'employeur
est piégé, il ne va pas pouvoir le sanctionner pour la faute grave qu'il a commise. Parce que sinon on aurait un licenciement plus une démission, ce n'est pas possible. Alors, est-ce vrai? Est-ce faux? Eh bien, dans ce cas-là, c'est faux. Donc, dit autrement, si un salarié qui a posé sa démission commet une faute grave durant son préavis, l'employeur peut le sanctionner pour la faute grave qu'il a commise et mettre fin au contrat prématurément, on va dire. Et là, je pense que tout le monde a vu et a reconnu le petit personnage à retrouver, mais on va continuer les questions, bien sûr. Hop, alors, on va descendre. Voilà. Donc, si le salarié a un accident de travail durant son préavis, la date de fin de contrat est reportée. Dit autrement, le préavis est suspendu durant l'arrêt. Donc, un salarié a un accident durant le préavis, et dans ces cas-là, la date de fin de contrat sera reportée. Si le salarié a un préavis de 2 mois effectué, au cours de ces 2 mois, pendant 2 semaines, il est en arrêt pour accident du travail, eh bien, le préavis sera prolongé de 2 semaines. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai, en fait, tout simplement parce qu'il s'agit d'un accident du travail. Il en irait autrement avec un arrêt maladie, comme on a déjà pu le voir avec une question précédente. Alors, question à laquelle j'ai déjà plus ou moins répondu, je pense. Mais si l'employeur dispense son salarié d'effectuer le préavis, le contrat continue de s'exécuter. Est-ce vrai ou est-ce faux? Eh bien, c'est vrai. Donc, prudence pour les salariés, notamment si le contrat continue à s'exécuter, si vous avez certaines clauses, je pense notamment à la clause d'exclusivité, eh bien, elle continue à s'appliquer durant votre préavis, même si vous ne l'effectuez pas. Il n'y a pas de rupture du contrat de travail. Alors, question suivante. À l'issue d'un congé pour création d'entreprise, le salarié peut démissionner sans effectuer de préavis. Donc, à l'issue d'un congé pour création d'entreprise, le salarié peut démissionner sans effectuer de préavis. Et là, j'ai presque envie de dire que c'est une question de bon sens. Et évidemment que c'est vrai. Il n'y aurait aucun intérêt à effectuer un préavis à un salarié qui a quitté l'entreprise depuis plusieurs mois et l'entreprise est certainement organisée en interne ou a peut-être recruté un CDD, que sais-je encore, pour le remplacer. Je vois vraiment pas l'intérêt de lui demander de revenir pour faire un préavis et repartir. Le préavis, enfin l'intérêt du préavis, c'est de permettre à l'autre partie, celle qui n'est pas à l'initiative de la rupture, de se retourner tout simplement. Donc pour l'entreprise de s'organiser et pour le salarié, de prendre acte et puis de commencer à éventuellement chercher un autre emploi. Alors, dernière question à présent. Attention, elle est un petit peu piégeuse. Ouais, c'est vicieux, il y a un petit piège. Si l'employeur dispense son salarié d'effectuer le préavis, il devra verser la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé. Il ne peut supprimer ni les éventuels avantages en nature, véhicule, NTIC. NTIC, c'est une nouvelle technologie de l'information et de la communication, donc dit autrement, ça va être ordinateur portable, téléphone, abonnement qui vont avec, etc. Ni les frais et titres restaurants. Vrai ou faux? Attention, il y a un piège. Donc la réponse est fausse, mais
c'est à cause, si je puis dire, des frais et des titres restaurants. Donc l'employeur qui va dispenser son salarié d'effectuer un préavis devra, comme je l'ai déjà dit et redit, effectivement verser la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, devra augmenter le salarié si tous les autres salariés sont augmentés au sein de l'entreprise. Donc là, il n'y a pas de souci. Verser les mêmes primes qu'aux autres salariés. Si le salarié avait, a toujours des avantages en nature, donc y compris véhicule, hein. Imaginez le salarié est dispensé, donc il n'a pas à travailler pour l'employeur, eh bien il conserve cet avantage en nature, donc qui est le véhicule ou qui est l'ordinateur par exemple portable ou le téléphone que lui a confié l'employeur. On est bien d'accord, je parle d'un véhicule ou d'un téléphone, peu importe, mais qui ont été confiés aux salariés et qui constituent des avantages en nature, qui ne sont pas des frais. Donc dans ce cas-là, oui, le salarié continue à en bénéficier. Par contre, pour ce qui est des frais et des titres restaurants, l'employeur n'a pas et ne doit pas les verser. Il aurait des problèmes avec l'URSSAF s'il le faisait, vu que le salarié ne travaille pas. Donc le salarié ne travaille pas, il n'a pas de titre restaurant. Et les remboursements de frais, mais quels frais l'employeur aurait-il à rembourser dans la mesure où, encore une fois, le salarié ne travaille pas? C'était un petit peu la question piège pour bien ancrer cette différence entre le salaire et tous les à côté qui peuvent être octroyés aux salariés. Eh bien voilà, donc je pense que tout le monde a bien, reconnu, Calimero et on en a fini avec ce QCM. Enfin ce vrai faux plus exactement. Merci beaucoup. Ben voilà, on arrive à la fin donc de ce petit, vrai faux sur le préavis. Évidemment, vous pouvez le retrouver, au format Excel, hem, dans l'espace membres. J'ai conscience que la forme n'était pas, la plus adaptée, on va dire, pour une vidéo. Je l'avais préparée à la base, pour des personnes qui préparaient le titre, d'assistant ressources humaines en complément, on va dire, au travail qu'on avait effectué. Et voilà, il me reste à m'excuser pour ne pas avoir posté de vidéo, au cours du mois de mars. Je vais essayer de me rattraper un petit peu là, sur le mois d'avril. Je crois pas avoir mis grand-chose non plus sur le forum, au cours de ce mois de mars, donc effet rattrapage. Donc encore merci pour votre attention. Je vous souhaite, si vous voyez cette vidéo assez rapidement, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.